Bienvenue sur Info 83 Côté Sport, notre émission de sport avec notre consultant international, Sir Yves Mérins. Sir Yves Alex Ferguson Mérins. Ouais, bonjour Thierry, tout simplement. Ça suffira. Parce que la vedette, elle est prise par quelqu'un d'autre aujourd'hui. Oui, alors, est-ce qu'on la présente tout de suite ou on passe au sommaire? Là, on présente tout de suite parce que là, c'est... Et mesdames, messieurs, donc nous allons accueillir effectivement notre invité, notre témoin de ce côté sport. Vous l'avez reconnu, tout sourire, en direct de chez lui. C'est l'international de football qu'on ne présente plus, mais qu'on va présenter quand même. Je vais te laisser le soin de le présenter, Yves. Ah, Manu Amoros, c'est un de mes chouchous dans le football. J'ai pas honte de le dire. Donc, d'abord, c'est un immense joueur. C'est 82 sélections en équipe de France. C'est 3 clubs, Monaco, l'OM, Lyon. C'est 2 mondiaux, un en Espagne, un au Mexique, avec des résultats 2 fois demi-finalistes, et au Mexique, 3e place. C'est 2 euros. Et les champions d'Europe en 84. Quand on dit 2 euros, c'est 2 euros de football. Hein. Oui, 2 euros, non. Les pièces de monnaie. Ouais. Quoique... C'est mon salaire à Marseille. Ouais. C'est 5 titres de champion de France, si je me trompe pas. C'est une Coupe de France. C'est finaliste de la Ligue des Champions 91, vainqueur en 93. Il a été élu meilleur latéral du monde. Enfin, je pourrais en parler pendant 2 heures comme ça. Non. C'est un immense champion qu'on a eu la chance de voir jouer dans la région. Je parle de Monaco et de Marseille. Et puis en plus, c'est quelqu'un qui est resté dans la région. Donc, et c'est un homme délicieux. Voilà. Manuel Amoros, bienvenue Manuel Amoros, bonjour. Merci, bonjour à vous. Est-ce que le portrait qu'a dressé Yves te convient, Manu? Alors, il me convient très bien, mais je crois qu'il a oublié un titre de champion. C'est vrai qu'en 93, on nous a enlevé le titre de champion suite à l'affaire de Valenciennes, mais dans nos cœurs, il y est toujours, donc ça fait 6 titres de champion. Bon, dans le mien aussi, Manu, je te rassure. Et dans le mien aussi, d'ailleurs, je rajouterai. Alors, le sommaire de cette émission, Yves, Sir Yves Mérins, c'est la Ligue des Champions. On va parler bien sûr énormément de football avec notre invité Manuel Amoros. La Ligue des Champions, l'équipe de France, la Ligue 1. On va parler également de National 2 avec ce championnat toujours à l'arrêt. On ne sait pas si ce championnat reprendra ou pas, ou ça sera saison blanche. À mon avis, on se dirige plutôt vers une saison blanche. Je vois pas ce qui m'autorise à dire ça, mais c'est simplement un avis. On parlera de Tigana, Anelka, qui sont dans la région, l'un à Toulon en tant que manager général, Sporting Club Toulon, l'autre au hier FC, Nicolas Anelka. Voilà, du sport à Monaco en général, bien sûr, et puis ce qui s'est passé cette semaine avec Yves Mérins. Yves, Manu. Je sais que tu es très content donc d'avoir Manuel Amoros, mais tu as beaucoup de questions à lui poser concernant le football et la Ligue des Champions. Je voudrais qu'il me dise d'abord ce qu'il pense de cette anomalie. L'OM, depuis 93, n'a pas eu de successeur. Qu'est-ce que tu en penses, Manu? Écoute, c'est vrai que le football a complètement changé depuis notre époque. Il y a la télé qui est rentrée un peu plus en ligne de compte. Il y a de l'argent qui est rentré grâce aux droits télévision. Donc c'est vrai que malheureusement après l'affaire de Valenciennes, ça a été très 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 compliqué de redresser la barre. Rappelle-toi, on était en 2e division. Je crois qu'on y est resté 1 an. On est revenu en 1re division. Après, il fallait se maintenir dans cet objectif-là, et au fur et à mesure que le club avançait, il avançait, mais pas normalement, je dirais, dans le sens où on aurait pu retrouver un Olympique de Marseille aussi compétitif quand nous on était là. Mais bon, ça c'est malheureusement comme ça, c'est les aléas. Il y a eu des dirigeants qui ont fait que peut-être que l'Olympique de Marseille n'ait pas retrouvé cette dynamique quand Bernard Tapie était là et tous les joueurs qui étaient là. Et comment tu expliques, Manu, qu'il n'y ait pas un autre club français qui n'ait pas pris le relais? Je pense à Lyon, je pense à Paris aujourd'hui. Pourquoi ils n'arrivent pas jusqu'au bout? Je sais pas, mais je pense que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup
plus de clubs français qui auraient pu éventuellement gagner une Coupe d'Europe, mais malheureusement, ils sont arrêtés en finale comme à l'époque au Monaco, où ils ont fait la finale, ils ont perdu contre Porto 3-0. Oui. Après, il y a Paris Saint-Germain l'année dernière qui a perdu contre le Bayern 1-0. Après, il n'y a pas eu énormément de clubs qui se sont distingués dans cette coupe-là. Alors après, le pourquoi et le comment, j'en sais rien. Peut-être que notre championnat il n'est peut-être pas approprié pour jouer l'élite européenne. Parce que aujourd'hui, quand tu vois ce que représente la Ligue des Champions et comment elle est faite pour les clubs, des grands clubs qui ont des budgets au-delà de 400 millions d'euros. Alors malheureusement, avec l'Olympique de Marseille, avec les 140 millions d'euros de budget, c'est compliqué de pouvoir jouer la Champions League chaque année. Il faudrait que Matko investisse de sa propre poche 250 millions chaque année, mais je pense qu'il n'a pas la fortune pour pouvoir le faire. Donc c'est pour ça qu'éventuellement, ça serait bien qu'ils vendent le club à des gens, à des fonds saoudiens, des fonds américains, pour qu'il y ait plus d'argent, qu'on puisse jouer la Champions League et qu'on retrouve la Champions League à l'Olympique de Marseille. Alors ça ne veut pas dire non plus que un jour ou l'autre on ne pourra pas la retrouver, parce que ça peut éventuellement se faire, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas encore la possibilité d'être des grands clubs pour pouvoir chaque année prétendre à vouloir gagner la Coupe d'Europe. À part bien sûr Paris Saint-Germain qui a un budget de 600 millions d'euros qui eux malheureusement pour l'instant ne l'ont pas gagné, mais ils ont le potentiel financier de pouvoir la gagner. Et est-ce que tu penses que cette année, avec Neymar et Mbappé qui ont encore franchi une étape, est-ce que tu penses que ça peut aller au bout? Tu le pressens? Bah, oui, ça peut éventuellement aller au bout. En plus, bon, c'est vrai que ces deux joueurs-là sont hors normes. Neymar et Mbappé sont au-dessus des autres. Mais si tu regardes bien l'équipe qu'il y avait quand il y avait Laurent Blanc, je pense qu'elle a été supérieure à celle qu'il y a aujourd'hui. Un peu comme l'Olympique de Marseille. En 91, on a perdu la finale et en 93, on l'a gagné. Mais à mon avis, à moi personnel, je pense que 91 pardon, était plus fort que 93 et c'est 93 qui l'a gagné. Donc, tu vois, à partir de là, on peut se dire que l'équipe de Paris Saint-Germain, qui me paraît un peu plus faible que celle qu'il y avait en quelques années en arrière, qui peut la gagner cette année, oui. Tu sais que quand tu fais un micro-trottoir à Marseille, la moitié des gens te disent que c'est Waddle, Papin, Francescoli et toi et compagnie qui ont gagné la Coupe d'Europe. Eh ben oui, mais malheureusement, on n'a pas gagné, hein. Tu sais bien Ouais. qu'on ne retient que les vainqueurs, on ne retient pas les seconds, et c'est tout à fait un peu normal et logique. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est le football, c'est la vie du quotidien aussi, et que bon, il faut avancer, il faut voir autre chose, il faut aller de l'avant tout le temps. Avec la VAR, tu l'aurais peut-être gagné. Parce que Vata, il n'aurait pas pu se planquer. Ouais, mais elle y était pas. On peut pas revenir sur le passé. C'est compliqué, tu sais, de revenir sur le passé. Au contraire, il faut essayer de se projeter vers l'avant. L'avant aujourd'hui, en étant supporter de l'Olympique de Marseille, bien sûr que ce changement d'entraîneur nous fait du bien. Maintenant, c'est aux joueurs à assimiler cette méthode de travail qui est assez physique et assez compliquée pour eux. Après le résultat du match aller contre le Bayern, le Paris est bien engagé pour aller en demi-finale? Ou est-ce qu'il y a encore un petit Bah, danger? non, 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 non. Bah, danger, il peut toujours avoir un danger. Quand tu gagnes à l'extérieur 3-2 chez le champion sortant, c'est quand même de bon augure. Après, comment jouer le Bayern qui va jouer, lui, son va-tout, c'est-à-dire qu'il va jouer comme il a joué à l'aller, la possession de balle, sûrement qu'il va avoir beaucoup d'occasions. S'ils sont un peu plus adroits et ils peuvent bien sûr marquer des buts. Mais Paris Saint-Germain avec un Mbappé, un Neymar un peu mieux de sa forme que ce qu'il était actuellement, peut bien sûr gagner contre le Bayern de Munich aujourd'hui. Oui, il n'y a pas de problème. La confiance joue un rôle important aussi dans ce type de compétition. Hein, Manu, toi qui as l'habitude de ce niveau hein, de compétition, là les Parisiens sont, avec cette victoire hein, contre le Bayern de Munich, à Munich, sont plutôt en confiance. Oui, mais il faut faire attention à l'excès de confiance. Il faut se dire qu'on repart à zéro, que c'est un match qu'il va falloir gagner, mais que le match aller ne compte pas. Parce qu'on a toujours tendance à rester un petit peu sur
sur ces bases de cette victoire à l'aller qui peut-être peut mettre dans une position compliquée et délicate le Paris Saint-Germain s'ils pensent qu'ils ont déjà gagné. Surtout que bon, certains joueurs apparemment, et c'est ce qui a été publié dans la presse, ce qui a été dit, choisissent leur match, donc peuvent se donner à fond sur un Yves. Je ne sais pas si tu as vu ça, certainement tu l'avais remarqué aussi, ce qui va nous permettre de faire le lien avec l'équipe de France, où on a vu donc des prestations de joueurs, par exemple comme Mbappé, qui n'étaient pas forcément à 100%, voire à 80% lors des matchs de l'équipe de France, par exemple. Oui, mais je pense que c'est quand même bien engagé parce que, à part le nul contre l'Ukraine, ils sont allés chercher 2 victoires à l'extérieur au Kazakhstan et en Bosnie. Donc je pense que pour ces éliminatoires, c'est bien engagé. Par contre, je me fais plus de soucis, Manu, pour le prochain Euro qui aura lieu dans 2 mois, parce que là, ils sont dans une poule très compliquée, je crois, avec le Portugal, l'Allemagne et la Hongrie. Oui, c'est sûr, mais bon, il faut essayer de voir un petit peu les choses aussi. On ne peut pas toujours s'appuyer sur un Kylian Mbappé et dire que c'est toujours le sauveur, que il va faire toujours des grands matchs. Il a quand même fait une saison l'année dernière, une saison extraordinaire depuis 3 ou 4 ans, depuis qu'il est à Monaco, qu'il a été transféré à Paris Saint-Germain. Donc il a besoin aussi un petit peu de souffler et de se reconstruire physiquement. Après, c'est sûr qu'on en demande beaucoup parce que ça y est, il a pris une dimension internationale et on a envie qu'il soit compétitif pratiquement à tous les matchs. Mais c'est un être humain, c'est un compétiteur sûrement, mais malheureusement, il a des moments où il n'est pas très bon. Alors c'est vrai que de temps en temps, ben, quand tu es un peu moins bon, le fait de jouer plus régulièrement, ça peut lui faire confiance tout le long des matchs qu'il va jouer, parce que on l'a vu ce week-end contre Strasbourg. Peut-être que avec une discussion avec Pochettino, il aurait dû peut-être ne pas jouer. Mais je crois que Kylian Mbappé aussi il a envie de jouer. Et à 20 ans, 22 ans maintenant, tous les matchs, et on encaisse mieux les matchs que quand on est un peu plus âgé. Donc à partir de là, je pense que Kylian Mbappé ou un autre aussi jeune peut avoir cette envie de jouer tous les matchs. Et il faut les encourager parce que quand tu n'es pas très en forme, eh ben, ces matchs-là te permettent de revenir progressivement. Et en plus, on a la chance de marquer un but. Ben voilà, la confiance est revenue. Il y a quand même une cadence qui est effrénée, un rythme de jeu. Enfin, il y a des matchs pratiquement tous les 3 jours ça aussi laisse des traces sur les joueurs, Manu. Oui et non, je crois que de toute manière, un joueur de football, il préfère jouer tous les 3 jours que avoir un seul match toutes les semaines. Parce que ça te permet de récupérer, de faire juste un petit peu d'entretien et de penser au match suivant. Donc non, moi je trouve que c'est bien de jouer tous les 3 jours. On l'a eu fait de temps en temps à notre époque. C'est vrai que c'était un peu moins soutenu que les joueurs d'aujourd'hui, mais voilà, il faut avoir cette mentalité d'avoir une vie saine et de pouvoir bien récupérer à chaque match. Manu, tu connais bien Didier Deschamps. Est-ce que tu penses que pas malgré, avec les très bons résultats qu'il a eus, notamment champion du monde, est-ce qu'il transmet Ouais. toujours cette histoire de la gagne à cette génération? Bah, oui, Gigi, il a toujours été dans cette dynamique-là, donc oui, je pense qu'il arrive toujours à trouver les mots justes pour pouvoir mettre son équipe à confiance et de les aider à aller plus loin et à se surpasser. Didier, en tant que joueur, il a toujours été quelqu'un qui n'aimait pas la défaite, un peu comme tout le monde à l'époque à Marseille aussi, il ne faut pas croire, Mhm. on n'aimait pas la défaite et on perdait pas souvent, donc à partir de là, c'est vrai qu'on était plus en confiance. Mais et si oui, moi je pense il donne toujours cette envie aux joueurs d'aller plus haut et d'aller plus loin et de gagner les matchs, oui, de reconquérir un petit peu ses victoires. D'ailleurs, on l'a vu, hein, je crois qu'il n'a pas énormément perdu depuis qu'il est en équipe de France. Et il a souvent gagné que perdu. Donc je pense qu'il est toujours dans cette même dynamique avec son équipe. Allez, on va continuer de parler de football avec toi, Manuel Amoros, qui est notre invité sur Info 83. La Ligue 1, bien sûr, il y a eu des matchs, avec encore un match fou, notamment entre Marseille et Montpellier. Yves?
Oui, ben je reviendrai d'abord sur les 4 équipes de tête, puisque malheureusement l'OM n'y est pas. Formidable suspense, Manu, non? On s'attendait pas à ça, on pensait toujours que le PSG allait tout écraser, et puis là, il y a 4 équipes en 5 points, et à 6 journées de la fin. Oui, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce championnat, mais voilà, aujourd'hui, Paris Saint-Germain, depuis le début de la saison, peut-être que cette finale perdue les a hantés pendant un certain temps. Ils n'ont peut-être pas eu cette préparation adéquate comme certains clubs ont pu avoir parce que ils ont fini tard cette compétition et ils sont partis en vacances. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps de pouvoir s'organiser pour la reprise. Et d'ailleurs, ils ont perdu quand même pas mal de matchs. Hein. Je sais pas, je crois qu'ils en ont perdu 6 ou 7, je crois, de matchs. C'est ça. Donc ça fait À énorme peu pour près un club 8. comme Paris Saint-Germain. On est assez agréablement surpris, surtout de Lille et de Monaco. Ben, je dirais plutôt de Monaco parce que ils étaient un petit peu l'année dernière au fond du trou et C'est le cœur qui parle, là. l'arrivée. Ouais, c'est le cœur qui parle, mais c'est surtout que l'arrivée de Kovac, ça fait énormément. Et je crois que cet entraîneur il est arrivé au bon moment. Il a fait une préparation comme lui il voulait et qui a mené ses joueurs. Parce que si tu veux, il a pas mal renouvelé son effectif. Il a intégré pas mal de jeunes avec une association de joueurs d'expérience comme Fabregas et d'autres qui ont amené cette dynamique autour de ce club-là et autour de Ben Yedder, parce que Ben Yedder, mine de rien, c'est un attaquant qui marque beaucoup de buts. C'est comment se placer par rapport aux autres joueurs et amène ce plus que beaucoup de clubs aimeraient avoir parce que c'est un joueur de grande qualité et qui peut être performant et qui est performant avec l'AS Monaco aujourd'hui. Il a eu du culot de mettre Ben Yedder sur le banc, et c'est le meilleur remplaçant du championnat depuis un mois, puisqu'il n'arrête pas de marquer des buts en étant remplaçant. Ouais, c'est vrai que c'est culotté, mais il a des bons attaquants hein, avec Voland, avec Jotevic, là, je crois. Jovetic, Donc Golovin, ouais, il y a du matériel, ouais. ouais, ouais, il y a pas mal d'attaquants. Puis bon, il y a une rotation qui est saine parce que voilà, ça tourne, ça marque des buts, ça râle pas quand c'est sur le banc de touche. Donc voilà, à partir de là, ben, je crois que Kovacs il a su faire un bloc autour de cette équipe-là et que tous les joueurs aujourd'hui se régalent. Tu as un petit pronostic pour cette fin de saison, Tu Manu? me l'as enlevé de la bouche, voilà. Bah écoute, ouais, moi je, je pense que Lille va être champion et que Monaco va finir troisième. D'accord. Donc Bon, Paris second. tu as déjà parlé un petit peu de l'OM, Manu. On va y revenir quand même en quelques mots. Mm. André Villas-Boas, c'est parti. Petite révolution en pleine saison, comme souvent à Marseille. Mais par contre, tu dois être content Il parce n'est pas que... parti. Comment? Excuse-moi de te couper, il n'est pas parti, on l'a foutu dehors. Ah, donc on va re-avoir la même discussion que ce qui nous avait opposé à l'époque. Et tu dois être content que le fils de Marcelo Bielsa soit là, alors. Non, c'est pas ça. Non, quand je dis qu'on a mis dehors, on a tout fait que pour le mettre Oui. dehors parce que c'est un entraîneur qui disait un petit peu tout ce qu'il pensait de l'extérieur et de l'intérieur. Et ça n'a pas trop plu aux dirigeants qui étaient à l'intérieur. Et la moindre occasion, si tu veux, ils l'ont mis dehors. Et je trouve que ça a été un peu prémédité pour virer l'entraîneur. Bon, ils sont pas tombés Le sur un fait muet avec Sampaoli quand même, hein. Non, mais tu sais, le fait qu'ils aient pris Encham, que Villas-Boas n'en voulait pas, ils ont pris ce prétexte-là pour dire, voilà, l'entraîneur ne veut pas, on va le virer, on va changer. Mais ils avaient déjà dans l'idée, je pense, depuis un certain temps, de vouloir le virer. Bon, il faut quand même tout reconstruire. Et puis, il faut redonner un Oui. peu d'ambition à ce club immense quand même, non? Ouais, on l'a vu déjà à Montpellier quand même, un petit aperçu. Si les joueurs arrivent à bien assimiler cette méthode de Sampaoli et ces changements de tactique, puisqu'on joue en 3-4-3 ou en 4-5-2,
Donc c'est un schéma qui est assez imposant et assez difficile parce que il faut beaucoup d'attention, il faut beaucoup de couverture, il faut faire attention. Mais c'est un schéma qui paraît très bien pour aujourd'hui pour l'Olympique de Marseille avec les joueurs qu'il y a actuellement. Est-ce que tu penses, Manu, que l'OM pourra redevenir le grand club que ça a été par le passé? Alors je dis peut-être pas au même niveau, mais quand même retrouver un petit peu Bah, des couleurs bleues et blanches, hein, les couleurs olympiennes, mais des couleurs dans le haut de tableau et puis même en Ligue des Champions. écoute, en étant supporter de l'OM, Tu bien sûr l'espères? qu'on le souhaite. On l'espère, on le souhaite le plus rapidement possible. Aujourd'hui, il y a un entraîneur qui a l'air compétent, il y a des joueurs qui arrivent à assimiler cette méthode-là, il y en a d'autres qui y arrivent moins. Il va falloir faire des choix en fin d'année pour que c'est vrai qu'on arrive à retrouver un Olympique de l'OM compétitif déjà en championnat et pourquoi pas retrouver le haut niveau avec la Coupe d'Europe. Il faut que tu leur donnes peut-être un coup de main, Manu, parce que, notamment dans ton domaine, parce que cette année, quand je vois les latéraux qui s'appellent Sakai et Nagatomo, franchement, tu vois, je veux pas dire que c'était mieux avant, mais j'ai vu quelques matchs pendant le premier confinement là de l'époque. Je peux te dire que quand ils regardent les matchs de ton époque avec l'équipe Platini, les latéraux, c'était quand même autre chose, hein. Ouais. Ouais, mais malheureusement, le problème c'est qu'on ne fait pas confiance. Je crois autant Villas-Boas qu'aujourd'hui Sampaoli, avec son schéma tactique, il pourrait faire confiance à des jeunes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Lirola, par exemple, pour ne parler que de lui, il est mieux dans cette position en 3-4-3 parce que c'est un joueur qui a besoin d'avoir moins de restrictions défensives que ce qu'il avait quand il était en 4-4-2 ou en 4-3-3. Parce que c'est un joueur qui se projette vite vers l'avant et qui va toujours vers l'avant. Donc en ayant moins de restrictions défensives avec un schéma à 3 derrière, avec une couverture que Kelay Tatsa malheureusement ne fait pas très 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 bien, c'est un joueur qui apporte énormément offensivement. Et c'est vrai que bon, défensivement, il est pas mal, mais il préfère aller vers l'avant que avoir ses tâches défensives. Donc on le libère de ses tâches défensives et c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est vrai qu'il faudrait avoir un penchant de l'autre côté, côté droit, mais à Langoria de pouvoir trouver quelque chose de plus compétent de l'autre côté. Pour terminer ce chapitre Ligue 1, là, qu'est-ce que tu penses de trois énormes déceptions? Je vois dans le classement aujourd'hui Saint-Étienne 13e, Bordeaux 15e, Nantes 19e. C'est quand même trois grands noms qui sont en train de se casser la figure, hein. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Malheureusement, c'est comme ça. C'est un championnat qui est difficile, qui est compliqué. On peut le voir, tout le monde ne peut perdre contre tout le monde. Donc, à partir de là, c'est pas parce il y a eu un club qui était en haut de l'affiche il y a quelques années en arrière qu'aujourd'hui se retrouve toujours en haut. Non, il y a toujours des difficultés. Est-ce que c'est la gestion du club? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est la politique du club qui a été mise en place qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, ces grands clubs, on ne peut pas les retrouver? Voilà, c'est compliqué, c'est le football. Je ne sais pas quoi dire parce que malheureusement, on n'est pas à l'intérieur du club pour savoir ce qui se passe exactement. Surtout pour Bordeaux, hein, parce que Bordeaux, ils ont Hmm. quand même, je trouve qu'ils sont assez compétitifs au niveau des joueurs, mais malheureusement, il y a une dynamique qui est complètement cassée et qu'ils n'arrivent pas à passer ce cap pour pouvoir être peut-être un peu plus compétitifs pour les places européennes. C'est Côté Sport, c'est Info 83, Côté Sport avec Yves Mérin. C'est notre invité Manuel Amoros. Merci d'être notre invité. On va toujours parler de football, Yves, mais cette fois-ci, on va faire référence aux deux clubs qui sont présents dans le championnat national 2, ici dans l'agglomération toulonnaise, avec l'arrivée de deux noms, hein, du football, Nicolas Anelka au FC hier, et puis Jean Tigana, manager général du Sporting Club Toulon. Hein, Yves? Manu, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette Oui. galère, à ton avis? Oh non, Jeannot, tu parles. Oui, Ouais, Jeannot, il a envie de retrouver une atmosphère au football. Je crois que ça, tu sais,
nous, les anciens joueurs, ça nous manque quelque part de ne pas participer à une évolution, que ce soit en amateur ou dans le professionnel, de retrouver cette atmosphère, cette senteur, cette lueur de match qu'on avait à l'époque. Donc, il avait envie de revenir, il avait envie de ressentir un peu ce besoin de retrouver le terrain, de retrouver un groupe, de retrouver une certaine pression pour pouvoir aller plus haut que la Nationale 2 en seulement où ils sont. Donc à partir de là, moi je trouve que c'est bien de le voir là où il est. C'est pas, je pense pas que ce soit une galère. Je pense qu'il fait bien de pouvoir être là. Donc, d'aller en National 2, je pense que c'est une galère, mais par contre, j'aime bien ce sentiment de rendre à son premier club professionnel. Ça, je trouve que c'est élégant quand même. Oui, 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 c'est bien, oui. Oui, oui, c'est bien. Mais bon, après, il faut que ça fonctionne. Parce que si ça fonctionne pas, il y a toujours des gens qui, malheureusement, diront, oui, Jeannot, qu'est-ce qu'il est venu faire là? Jeannot, il est venu, il n'a pas tenu les engagements qu'il aurait dû. Après, malheureusement, lui, il peut pas faire grand-chose. Sur le point extérieur du terrain, il peut faire beaucoup de choses avec toutes les connaissances qu'il peut avoir, faire venir des joueurs. Mais après, sur le terrain, malheureusement, ça appartient aux joueurs. Donc, à partir de là, il faut que les joueurs soient bons aussi. Toi, ça te tenterait une aventure comme ça, Manu? Bah, oui, pourquoi pas, oui. Bah, tu sais, moi j'ai été un petit peu un dirigeant de Saint-Rémy de Provence qui était en National 3 à l'époque quand j'y étais. Hmm. Donc oui, c'est toujours intéressant de partir un petit peu à la base, hein, puisque le monde du football professionnel a besoin du monde de football amateur. Sans les amateurs et sans les bénévoles au niveau amateur, le football professionnel n'existerait pas puisque c'est les clubs, les petits clubs amateurs qui forment tout ce genre de joueurs qui devient professionnel par la suite. Donc de temps en temps, on oublie que le monde amateur est très 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 important pour le monde professionnel et on devrait mettre peut-être un peu plus de possibilités ou de moyens pour les clubs amateurs pour pouvoir aller encore plus loin et avoir cette progression de petits clubs et au niveau de la formation beaucoup plus importante. Si Jeannot Tigana t'invitait à venir le seconder, tu fonces, tu viens à Toulon. Bon, pourquoi pas, mais ça fait loin, hein. Hein. Bon. Ça fait un peu loin, hein. Non, mais c'est une région sympa pour vivre aussi, tu sais. Bon, je sais que tu es dans un bel Oui, bah, endroit quand même. Hein. Non, mais avec les moyens du ouais, Sporting en hélicoptère, c'est très rapide. Manu, tu auras un hélicoptère à ta ouais. disposition. T'inquiète pas. Allez, on va parler du sport en général. Alors, on va aller toujours dans le football aussi. On en a parlé à Monaco, hein, qui est troisième du championnat de Ligue 1. Le sport en général à Monaco. Monaco, c'est quand même un club et c'est une ville qui t'a apporté énormément également, hein, Manu. Hein. Mm. Ouais, c'est Alors, ça. Oui, Yves. oui, Monaco. Ben, Monaco, c'est mon club de cœur, hein. J'ai été formé là-bas. C'est le club qui m'a fait confiance quand j'étais au Gallia Club Lunélois. Alberto Muvoro est venu me voir et m'a invité à faire une semaine de stage en février 77. Donc ce stage a été conclu par le positif. Donc voilà, je me suis retrouvé à l'AS Monaco et ce club m'a permis, m'a tout donné, m'a permis d'aller et d'être aujourd'hui ce que je suis parce que s'il n'avait pas eu ce brin de réussite que j'ai eu, parce que Alberto Muro, quand il est venu voir un match à Lunel, il n'était pas venu voir mon match que j'ai joué en cadet, mais il était venu voir un match de levée de rideau où il y avait un joueur de Montpellier qui était dans le viseur et qui jouait en minime. Donc tous mes dirigeants l'ont reconnu et puis bon à l'époque c'était quand même assez facile de reconnaître Alberto Muro avec sa grosse moustache et son allant comme il était. Alors ils l'ont reconnu, ils l'ont fait rester pour voir mon match, quoi, alors que lui il voulait pas parce qu'il devait rentrer, il devait prendre le train, il a loupé son train pour prendre le suivant. Donc voilà, c'est une histoire un peu comme ça, mais c'est une histoire vraiment qui me tenait à cœur et qui est très positive pour tout le monde parce que même si aujourd'hui il y a tout un ensemble de scouts ou de gens qui regardent les clubs amateurs aujourd'hui, il y en a beaucoup plus qu'il y en avait à l'époque et aujourd'hui c'est un peu plus rare que de bons joueurs, de jeunes passent à travers alors qu'à l'époque il y en avait énormément qui passaient à travers.
Tu as vécu longtemps, tu le disais, dans cette petite principauté. Comment tu expliques ce niveau de performance dans tous les sports? Regarde, il y a le football, bon, qui a été champion de France, qui a été européen, finale de Ligue des Champions. Tu as l'équipe de basket qui, depuis cette semaine, est dans une finale européenne. Tu as un tournoi de tennis qui est reconnu mondialement. Tu as le circuit de Formule 1. Tu as plein de sports comme ça. C'est quoi? C'est l'amour du sport par la famille princière? Ah ben oui, je crois que c'est des gros événements pour un petit pays comme ça. À l'époque, il y avait le championnat du monde aussi des feux d'artifice. Il y a le cirque aussi qui était très important. Donc il y a beaucoup de manifestations que le prince régnier à l'époque voulait avoir et faisait tout pour les développer et les faire agrandir. Donc voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire et quelque chose que quand on l'a pas vécu de l'intérieur, parce que moi j'ai pu le suivre pendant 12 ans que j'ai passé à Monaco, que ce soit le Grand Prix, le cirque, le tennis et autres manifestations qu'il y avait en principauté, et c'est des moments extraordinaires à vivre. Manu, je te parle de Monaco, je ne peux pas ne pas avoir une pensée pour Michel Hidalgo. C'est vrai, Michel, il a représenté beaucoup pour moi parce que je dis toujours, c'est mon second papa, puisque c'est lui qui m'a sélectionné en équipe de France en 81 déjà. J'avais fait une petite apparition dans le groupe France, c'était Belgique-France. J'étais remplaçant et après il m'avait fait confiance pour le match France-Italie en 82, en février 82. Et c'est vrai que c'est un grand monsieur qui a apporté énormément au football français comme joueur d'abord. Ça a été un immense joueur qui a gagné pas mal de titres à Valence Monaco. Je crois qu'il a fait un doublé avec Monaco. Avec aussi notre regretté Henri Biancheri qui était un coéquipier de Michel Hidalgo de l'époque. Voilà, donc c'est des hommes très importants qui ont marqué énormément le football français et Michel Hidalgo m'a marqué énormément aussi. Tu sais, j'étais déjà dans les tribunes à cette époque-là, ça ne nous rajeunit pas, mais devant, il y avait deux phénomènes, Yvan Douis et Théo, c'était extraordinaire. Hein. Ouais. Je t'assure que ceux-là, ils auraient pu jouer à l'OM en 91. Ben ouais, mais malheureusement, les temps passent. Hein. Chaque année, on prend un an de plus. Hein. Comme c'est vrai, Manu Amoros. Allez, Yves, est-ce qu'on fait la transition, puisqu'on est à Monaco, avec la 114e édition du Rolex Monte Carlo Master, hein, puisque tu es le rédacteur en chef de ce rendez-vous, ou tu veux parler de toute autre chose Non, ce tournoi de tennis de Monte Carlo, il est fabuleux. Du tennis, effectivement. Il est fabuleux. Je crois que c'est un des plus beaux endroits du monde. Tu vois, j'ai fait Roland Garros, j'ai fait plein de choses, des grands chelems et tout, mais quand tu es en haut du Monte Carlo Country Club, que tu as cette vue sur tous les cours, les tribunes et au loin la mer, etc., je crois que c'est un des plus beaux endroits du monde. Tu es fan de tennis, Manu? Tu regardes un peu le tennis, tu suis? Oui. On y allait voir pratiquement à chaque fois qu'on le pouvait les matchs de tennis, et c'est vrai que, comme disait Yves, on a une vue extraordinaire sur la mer. Derrière, il y a les montagnes. Voilà, c'est des moments magiques, et c'est vrai que ce tournoi représente beaucoup. Et d'ailleurs, il y a tous les grands joueurs numéro 1, que ce soit Nadal, Djokovic, Federer. Malheureusement aujourd'hui, je ne sais pas s'il est là, ou je ne crois pas qu'il soit là, mais il y a tous les grands noms et des joueurs de tennis qui sont là. Et à l'époque, il y avait des joueurs qui habitaient. Il y avait Björn Borg qui habitait Monaco. Hein. Mais Djokovic habite Monaco aujourd'hui. Hein. Ouais, il a un restaurant vegan. Aussi, ouais. Apparemment, ça a plu la côte, hein, Monaco. Je ne sais pas si vous êtes au courant de la sortie de Benoît Paire, qui a été éliminé d'ailleurs. Oui. Tu as entendu, Manu Amoros? Qu'est-ce que tu en penses, cette attitude du sportif qui, en conférence de presse, parce que c'est plus à la conférence de presse, qui a dit moi, de toute façon, jouer dans ces conditions, ça me convient plus. J'ai pris 12 000 balles. C'est surtout ça qui a été retenu. Qu'est-ce que tu en penses de cette sortie? Pourquoi il joue alors si malheureusement ce Covid est pour tout le monde, et il y a des lois, il y a des règles aujourd'hui concernant le sport de haut niveau et le professionnel qu'il faut accepter ou pas. Si on n'accepte pas, il faut rester à la maison et ne pas venir jouer ces tournois-là. Et après, d'abord, il n'y a pas que là où il a réagi. Il est, je crois, aussi en Amérique du Sud ou en Amérique. Partout, il réagit partout. Il a aussi, de partout où il a été, il a toujours critiqué ce monde-là, alors
qui restent chez lui, qui ne viennent pas. Alors, c'est un gros talent, mais je crois que la tête ne suit pas, malheureusement. Il a ce brin de folie. Comme souvent les sportifs de haut niveau français. Bon. Voilà qui est dit. Alors ensuite, on va quitter le tournoi de tennis de Monte-Carlo, hein, bien sûr. Et ça s'est passé cette semaine, Yves. Ben écoute, on a vu toujours, on suit de près parce qu'elles sont proches de nous, les handballeuses de Toulon-Saint-Cyr. Ouais. Bon, malheureusement une défaite à la maison, mais les autres résultats font que elles sont toujours premières ex aequo de. Pas de beaucoup, hein. Non, mais de ce play-down, donc elles sont toujours bien. Elles resteront en première division. Il y a, à mon avis, aucun souci. Ensuite, cette semaine, on a vu du rugby. Bon, c'était la semaine Coupe d'Europe. Bon, les clubs français. Trois clubs français se qualifient pour les demi-finales. Mais, écoute, le rugby a éliminé le RCT par KO ou par Covid. Je ne sais pas comment on peut dire, mais voilà, perdre un match de Coupe d'Europe par forfait pour cause de Covid. Moi, je trouve que là, ce sport-là aujourd'hui marche un peu sur la tête dans ce genre de règlement. Je trouve ça complètement aberrant et surtout très amateur. Et c'est dommage qu'on n'ait pas eu encore Bernard Laporte pour qu'il nous donne son sentiment, parce que je pense qu'ils ont dû quand même sauter au plafond. Hein. C'est pas rien quand même d'une place en quart de finale. Bon, donc mais Yves, RCT, oui. Comment ? Tu peux expliquer pourquoi et le comment de cette élimination au Covid ? C'est parce qu'il y avait des joueurs qui étaient atteints du Covid et qu'ils n'ont pas pu Il y a des joueurs, jouer. Voilà. Ils avaient un joueur positif qu'ils ont laissé à Toulon. Ils sont partis quand même au Leinster. On les a laissés faire le voyage. Et le jour du match, on leur a dit non. Alors, ils ont refait des tests là-bas. Ils ont fait venir des médecins. Enfin, un truc très compliqué. Et 3 heures avant, on leur a dit non, vous avez perdu, on joue pas le match. Et alors, ils ont dit, et si on joue pas le match, et ben, le lendemain, il y a une commission qui s'est réunie et ils ont perdu par forfait. Voilà, c'est. Mais quand ils ont fait des nouveaux tests là-bas, tous négatifs. Tous négatifs. Tous négatifs. Eh bien, alors pourquoi ils n'ont pas fait le match ? Parce que chez les Britanniques, c'est souvent comme ça. Mais je ne vais pas me faire des amis, là. Non, mais rappelle-toi que quand il y a eu le Covid, il y avait des clubs anglais qui sont venus en France et qui nous ont amené le Covid et on n'a rien dit, on ne les a pas éliminés. Ben, ça veut dire que peut-être que le fair play est français, mais n'est pas trop britannique. D'accord. C'est-à-dire qu'on est beaucoup indulgents aussi en France, pas que dans le sport d'ailleurs. Yves, la suite alors, tu vas... Ben on a un petit joke parce qu'on le laisse jamais tomber. On a découvert, figure-toi Manu, un extraordinaire joueur de golf qui s'appelle Victor Pérez, qui a fait plein de résultats sensationnels depuis 2 mois. Et là, il était quand même à Augusta, quand même, qui est le plus grand tournoi du monde. Bon, il a pas passé le cut, mais bon, il est quand même dans les 60 meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Et donc, on suit ça de près. Voilà. Ouais, mais c'est un sport un peu méconnu, le golf, quand même. On voit souvent et on parle beaucoup des Australiens, des Américains, des Espagnols qui ont été très bons, mais on parle très peu de Français. Je connais le fautif, Manu. C'est Alain Bogossian, qui est un super golfeur, mais qui en parle pas assez. On va le faire venir un jour à l'émission. Sur Côté Sport. Manuel Amoros, je sais pas si tu joues au golf, mais en tout cas, non, pas du tout. Non, alors je t'explique pourquoi, parce que quand je jouais à Lyon, on allait au golf du gouverneur. C'était dans les Dombes, et tous les matins, vers les 9h30, 10h, on s'essayait au golf, et j'étais mauvais. J'arrivais pas à toucher la balle. Si au début, j'arrivais à toucher la balle, et après, je la manquais, ça partait très à côté, tout ça. Et puis, c'est pas un sport pour les patients. Enfin, c'est un sport pour les patients, et pas un sport pour les un peu excités, quoi, tu vois. Donc, comme moi j'étais un peu excité, ça m'énervait très rapidement, quoi. Manu, pour clore cette émission, parce que je sais que ça te tient un peu à cœur quand même, on a une pensée pour Bernard Tapie et sa femme qui ont vécu cette agression extraordinaire, complètement déplacée. Hein, c'est vraiment scandaleux. Au-delà de tout ce qu'il a pu faire en bien, en mal, mais ça c'est inacceptable quand même. Hein. Ouais, c'est quelque chose. Tu sais, malheureusement, en France, tous les jours, il y a des gens qui se font agresser chez eux en permanence. C'est pas normal qu'on arrive à ce niveau-là de violence. Je crois que
En plus, ça reste impuni pratiquement. Parce que même si on les arrête, ces gens-là, qu'est-ce qu'on va faire? Et les prisons sont toutes pleines. On va leur dire ne quittez pas la France, venez pointer à la gendarmerie tous les mois, tous les jours. Mais ils restent impunis. Ces gens-là qui font du mal à des gens, à Bernard Tapie, mais à d'autres personnes aussi, et ils restent impunis. Et ça fait mal parce que quand on a une agression de ce type-là, c'est très compliqué de s'en remettre. Et de voir ces gens-là qui volent, et en plus, c'est des gens qui sont pas qui sont de passage, je dirais, en France, et qui font cette violence, c'est inadmissible. On retiendra de Tapie ses bons côtés dans le football, pas les mauvais parce qu'il y en a eu, et puis ce combat qu'il mène pour sa santé qui est vraiment exceptionnel. Ouais. Voilà, effectivement. Il s'est toujours battu, donc il s'est toujours battu dans la vie, donc il se battra toujours pour essayer de vaincre cette maladie terrible. Ouais, un bonhomme exceptionnel hein, que nous avons tous côtoyé, enfin autour de cette table et Manu particulièrement. Manu Amoros, merci beaucoup. Avec nous, hein. Comment? Tout le monde ne sera pas d'accord avec nous que c'est un homme exceptionnel. Hein. Tu sais, dans la vie, il y a toujours des gens, des pour et des contre. Hein. Ah oui, non, mais d'accord, mais même si pour ou contre, ça restera une exception, ce type. On ne peut pas dire le contraire. Même si on est contre, on n'aime pas beaucoup Bernard Tapie, c'est exceptionnel. Il a une vie exceptionnelle, de toute façon. Et ça reste, au point de vue de la mentalité et de la hargne, quelqu'un d'exceptionnel, quand même. Ça, on ne peut pas le lui enlever. Hein. C'est clair, net et précis. Et je connais beaucoup de journalistes, d'ailleurs, beaucoup de mes confrères, qui, à une certaine époque, n'étaient pas forcément n'étaient pas pro-Tapie, hein, c'était de la presse marseillaise aussi, hein, qui aujourd'hui reconnaissent effectivement la combativité de l'homme et puis les qualités indéniables de cet homme dans le combat en tout cas. Et puis voilà. Merci Manu Amoros d'avoir été notre invité sur Info 83. Merci à vous et écoutez, que Dieu nous protège de ce Covid. Ça sera le mot de la fin. Merci Yves Mérins. Merci, bon après-midi. Et à très vite sur Info 83. Merci de nous avoir suivis. À bientôt Manu.